Alors aujourd'hui, on va voir l'algorithme d'Euclide. Alors l'algorithme d'Euclide, tel que il est important de le comprendre avec un peu de recul, hein, quand on passe les concours. Un recul, pas non plus méchant, mais disons pas juste l'algorithme d'Euclide, la tête dans le guidon tel qu'on le faisait il y a encore pas si longtemps, j'ai l'impression, en terminale. Mais maintenant, bon, je sais plus trop où on en est, entre la descentada, la remontada. On va surtout essayer de prendre du recul là-dessus. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée, on se donne au départ A et B, deux entiers strictement positifs, on suppose que A est supérieur ou égal à B. On va poser R0 égale A, R1 égale B, et ensuite on construit notre récurrence, c'est-à-dire qu'on va diviser euclidiennement, hein, A par B, et on va avoir un reste, puis B par le reste, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir un RK, d'accord, qui sera le reste de la division de RK-2 par RK-1, c'est pour ça que je l'écris comme ça en passant de l'autre côté, et QK-1 qui va être le quotient. Et RK, forcément, puisque c'est un reste, il est compris strictement plus petit que RK-1 est positif ou nul, et on prend le n max tel que Rn est différent de 0. À ce moment-là, l'algorithme d'Euclide nous donne deux choses. D'abord, ce Rn qui est différent de 0, qui va être le PGCD de A et B, et une identité de Bezout, UA plus VB égale Rn. Alors, on va faire un exemple, hein, donc 27 et 15, A c'est 27, B c'est 15, donc on fait la division de 27 par 15, euclidienne hein, évidemment, on tombe sur un reste de 12, 15 c'est 12 fois 1 plus 3, et 12 divisé par 3, ça fait 4 et il reste 0. Voilà, on a fait 3 divisions euclidiennes, ça va être important, ça va être le n, et maintenant on a Rn, d'accord, donc R0 c'était 27, R1 15, R2 12 et R3 3. Donc, ça nous fait que 3 c'est le PGCD de 27 et 15. Et maintenant, on a l'identité de Bezout, 3, ça fait, on fait la remontada, hein, 3 c'est 15 moins 12 fois 1, mais 12 c'est 27 moins 15 fois 1, et donc là on va avoir moins 27 plus 2 fois 15, et on a notre identité de Bezout, et on a notre n qui vaut 3. Voilà, toutes ces informations dont on a besoin. Alors on va voir, on va essayer maintenant, justement, ce que je disais, de prendre du recul là-dessus. On peut le voir comme ceci, on regarde les couples de n étoiles, avec A supérieur ou égal à B, et on va s'envoyer dans les suites finies de n étoiles. Parce que ce qui va être important, c'est cette suite de quotients Q1, Q2 jusqu'à Qn. Voilà. D'accord ? Donc ici, par exemple, 27, 12, ça va correspondre à 1, 1, 4. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 1, 1, 4 permet de restituer 27, 12 ? Vous voyez, le fait de mettre les choses sous cette forme permet de poser des bonnes questions. Eh bien, 1, 1, 4, non, parce que si vous prenez, divisons tout ça par 3, par exemple, puisque 3 c'est le PGCD, on va diviser par 3, ça va nous faire 9, 4. 9, 4 donne aussi 1, 1, 4, vérifiez-le. Donc, c'est pas injectif. En revanche, ce qu'on va voir, c'est que Q1 jusqu'à Qn nous permet d'avoir A sur B. Donc, il nous faut une donnée en plus pour pouvoir retrouver A et B, et cette donnée, ça va être la donnée du PGCD. Donc, regardez, on a cette application qui a AB donne le PGCD, qui a exactement Rn, et qui va dans n étoiles. Voilà. Alors, en gros, qu'est-ce que l'algorithme d'Euclide nous donne? C'est une application, d'accord, de cet ensemble-là, vers des suites finies de n étoiles, d'accord, qui à AB donne une suite finie de n étoiles, et une autre application qui envoie concrètement, disons, sur Rn. Alors, réciproquement, on va voir qu'avec la donnée de la suite et la donnée de Rn, parce que cette suite seule ne nous permet pas de retrouver A et B, hein, comme on vient de le voir, eh bien, la donnée conjointe de cette suite et de Rn permet de retrouver A et B.
Maintenant, on a aussi n. Qu'est-ce qu'on en fait de n? Eh bien, n, il a son importance, hein, parce qu'il va nous calculer le nombre de calculs qu'il faut faire pour obtenir le PGCD par l'algorithme d'Euclide. Voilà, tout l'algorithme d'Euclide est là. Un PGCD, une relation de Bezout, un nombre n qui nous donne la complexité du calcul. Et maintenant, on va rapidement voir comment on peut obtenir un retour. C'est-à-dire comment, à partir de ça et ça, on peut concrètement obtenir A et B. Ça va être justement là que les polynômes continuants vont intervenir. Alors, calculons A sur B avec les notations de l'algorithme d'Euclide. Ça fait R0 sur R1, puisque A c'est R0, B c'est R1. Mais R0 c'est Q1 R1 plus R2, d'après la relation de récurrence. Bon, R1 je le laisse, ça fait Q1 plus R2 sur R1. Alors maintenant attention, parce que R2 est strictement plus petit que R1, donc on va écrire R2 sur R1 égale 1 sur R1 sur R2 pour pouvoir faire exactement la même chose. C'est-à-dire exprimer la relation de récurrence R1 égale Q2R2 plus R3 et A sur R2. Ce qui va nous faire Q1 toujours, hein, plus 1 sur Q2 plus R3 sur R2. Etc. etc. Donc maintenant vous avez compris, vous allez avoir Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3, etc. Et quand ça s'arrête, eh bien, il n'y aura pas de reste. Et comme le reste sera nul, on va tomber sur Qn. Donc on va avoir ici Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3 plus etc. etc. Ce que l'on appelle vulgairement une fraction continue qui, je dis vulgairement parce que c'est pas très joli, parce que normalement, elle n'est pas du tout continue au sens de la continuité, mais elle se continue, hein, d'accord, surtout si là on est parti d'un rationnel, donc ça s'arrête, mais si on était parti d'un réel, ça ne s'arrêterait pas. Donc c'est ce qu'on appelle des fractions plutôt continuantes. Mais bon, on ne va pas revenir sur les conventions. Donc voilà ce qu'on obtient, hein, une fraction continue, hein, on va rester sur cette terminologie. Et en fait, Q1, Qn, on se demandait si on avait un inverse, hein, à nos applications. Eh bien, on n'en a pas, mais par contre, on peut retrouver A sur B à partir de Q1, Qn, puisque ça, c'est égal à ça. Donc on n'a pas A et B, mais on a A sur B. Bien. Donc, on va s'intéresser maintenant au calcul effectif, hein, de ce qu'on peut récupérer à partir des QI. Et c'est là qu'on va tomber sur les polynômes continuants. Regardez, supposons que n égale 1. Donc là, on a Q1. Bon, si n égale 0, on aurait juste le polynôme 1. Voilà, par convention, on va dire. Si n égale 1, on a Q1. Si n égale 2, bah, on a Q1 plus 1 sur Q2. Donc ça veut dire que le numérateur, c'est Q1, Q2 plus 1, et le dénominateur, c'est Q2. Voilà. Pour n égale 3, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir ça, c'est-à-dire Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3, mais Q2 plus 1 sur Q3, on l'a déjà calculé ici, mais avec un décalage d'indice, là, cette fois-ci. Donc ici, on sait que ça va être, donc cette partie-là, ça va être Q2, Q3 plus 1 sur Q3. Donc quand on va inverser, ici, eh bien, on va avoir Q3 sur Q2, Q3 plus Q1, et auquel on ajoute Q1. Donc maintenant, on continue, ça fait Q1 facteur de Q2, Q3 plus 1, le tout plus Q3 sur Q2, Q3 plus 1. Voilà. Bon, on le fait pour n égale 4, et là, bah, pareil, maintenant on commence à avoir l'habitude, on prend Q1, plus bah, celui-ci que l'on inverse et où on décale les indices, et ce qui nous fait, maintenant, on va avoir un numérateur qui est égal à Q1 fois le dénominateur ici, plus ce numérateur, et le dénominateur qui est là. Voilà, après ces petits exemples, on va pouvoir conclure quelque chose de sympathique. Alors, avec ces petits calculs qu'on a fait, on est convaincu que, prenons un polynôme K0, à 0 indéterminé en fait, qui est égal à 1. Donc en fait, c'est une constante.
puis K1 à une indéterminée qui est égale à x1, puis par récurrence, Kn à n indéterminée, qui par récurrence est égal à x1 fois Kn-1 de ces n-1 indéterminés décalés, plus Kn-2 de ces n-2 indéterminés décalés, mais cette fois-ci 2 fois. Alors c'est exactement ce qu'on fait, d'accord? On le voit par exemple pour n égale 4, où ici, à chaque fois, on va multiplier Q1, donc ici x1, fois le polynôme d'avant, Qn-1, mais décalé de là, auquel on ajoute le polynôme encore avant, mais décalé, puisque ce numérateur était un dénominateur tout à l'heure, mais cette fois-ci décalé de 2, et ça va constituer notre nouveau numérateur. Et lui va être tout simplement ce polynôme à n-1 indéterminé décalé de 1 va être le dénominateur. Donc ce qui va faire qu'en général, a sur b qui est égal à la fraction continue, alors on note comme ça les fractions continues, hein, q1 jusqu'à qn, ça évite d'écrire des dénominateurs q1 plus 1 sur q2, donc ça nous permet de gagner de la place. Eh bien ça va être égal à kn de q1 jusqu'à qn sur kn-1 de q2 jusqu'à qn. Alors, dans un premier temps, bon, alors ça, vous le démontrez par récurrence, hein, voilà. Et dans un premier temps, vous voyez que à partir des QI, on peut maintenant, grâce aux polynômes continuants, qui ont été définis ici par récurrence, on peut obtenir, non pas A et B, évidemment, ça on a vu que c'était pas possible, mais A sur B. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut obtenir A et B? Alors oui, à l'aide du PGCD, c'est-à-dire Rn, hein, R indice n. Pourquoi? Parce que ces deux nombres-là qu'on obtient, cette fraction-là, elle est sous sa forme irréductible. Parce que ces deux éléments-là sont premiers entre eux. Et s'ils sont premiers entre eux, il n'y a qu'une seule façon, hein, d'accord, une fraction, vous n'avez qu'une seule façon, une fraction avec des éléments positifs, hein, vous n'avez qu'une seule façon d'en obtenir une forme irréductible, une représentation irréductible. Alors, pourquoi ils sont premiers entre eux? J'affirme que ça et ça sont premiers entre eux, parce que si D divise le numérateur et le dénominateur, donc ça et ça, bien regardez, ils divisent ça, et ils divisent ça, d'accord, pour les QI. Donc ils divisent ça moins ça, donc ils divisent ça. Donc maintenant, on sait qu'ils divisent ça et qu'ils divisent ça, donc par récurrence, il va diviser K de n-3 de Q4 jusqu'à Qn, etc., etc. Et à la fin, D va diviser de proche en proche K0 qui est égal à 1. Alors oui, j'ai oublié de préciser, on pourrait se demander pourquoi cette convention K0 est égale à 1, mais là, on se rend compte que ici, c'est important de prendre cette convention. Hein. Ce 1-là est important, on le voit ici dès le départ. Hein. Alors maintenant, on sait que A sur B est égal à Kn sur Kn-1. Alors je simplifie, ça je l'appelle Kn, et ça je l'appelle Kn-1. Hein. Donc, par le lemme de Gauss, comme Kn-1 divise lui et premier avec lui, Kn-1 divise B, donc on peut écrire Kn-1 fois un certain dB est égal à B, et de la même manière, on a Kn fois un certain dA qui est égal à A. Mais comme Kn sur Kn-1 est égal à A sur B, ça veut dire que dA est égal à dB. Donc c'est égal à D. Donc ici, on peut enlever A et B, on a un certain D, ce qui veut dire que D est un diviseur commun à A et B, mais il est maximal, puisque ici, on a deux éléments qui sont premiers entre eux. Donc D, c'est rien d'autre que Rn. Hein, ce qu'on appelait Rn, le PGCD qui est obtenu par l'algorithme de Kleene. Donc Kn Rn est égal à A, et Kn-1 Rn est égal à B. Alors maintenant, il reste à trouver la relation de Bezout. On sait que c'est une espèce de remontada, hein, de Rn égale Rn-2 plus Rn-1 Qn-1, d'accord? Et puis ensuite, on va tirer de là Rn-1
en fonction de Rn-2 et Rn-3, etc., etc. Donc on voit une récurrence s'amorcer, mais on ne voit pas encore les éléments, les coefficients de la récurrence s'amorcer. Eh bien, il se trouve, voici la formule générale, quand on va remonter pour tout k, Rn égale moins 1 puissance petit k, de Rn moins k, donc le polynôme continuant k-2 évalué en Qn-k plus 2 jusqu'à Qn-1, moins Rn-k plus 1, le polynôme continuant à l'indice k-1, évalué en Qn-k plus 1 jusqu'à Qn-1. Donc vous pouvez faire la récurrence, hein. Bon, c'est pas difficile, on peut s'en convaincre presque à vue, que Rn-k plus 1, en utilisant donc, cette relation de récurrence-là, donc que je vais substituer ici, je vais prendre Rn-k plus 1, je vais le mettre ici, et je vais écrire que c'est Rn-k moins 1 moins Rn-k Qn-k par définition. On va avoir un moins qui va venir se multiplier ici et faire k plus 1 ici, et ensuite on utilise la récurrence sur k pour voir que, au signe près, le coefficient en Rn maintenant moins k, une fois qu'on est remonté, ça va être exactement ça. On va le lire ici, et donc ça va être ça, ce qui va nous donner notre récurrence. Bon. Donc là, je vous laisse vous convaincre, c'est vraiment un calcul qui est tout droit, mais bon, et puis je vous dis ce qu'il faut utiliser comme relation. Maintenant, à partir de ce calcul, maintenant ça va se remonter tout seul, il suffit de poser k égale n pour avoir R0, donc A, là, moins 1 puissance k, on a A, et ici, un coefficient, qu'est-ce que ça va être? Si je pose k égale n, je vais avoir grand K indice n-2, de Q2 jusqu'à Qn-1, moins, et là, comme k égale n, on va avoir B, et on va avoir K indice n-1, de Q1 jusqu'à Qn-1. Et voilà ma relation de Bezout. Et on sait que dans la relation de Bezout, les coefficients U et V sont premiers entre eux. Effectivement, on avait vu qu'ils étaient premiers entre eux, ceux-là. Voilà. Donc, voilà, une conclusion. On a notre relation de Bezout, ici. On a nos quotients A sur Rn, ici, qui nous permettent, à partir des QI et de Rn, de retrouver A et B. Et donc, voilà, on a tout. Tout, non, on n'a pas encore estimé petit n. Est-ce qu'on peut faire des estimations de petit n? Ça va être un autre calcul qu'on va faire dans une deuxième vidéo. Mais tout ça, vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie, le 4.2.19, avec tout ce qui est autour, les remarques qu'il y a après, les notations et les conventions qu'il y a avant, etc. Donc je vous conseille de regarder ça, où bon, ces calculs sont faits, etc. Voilà. Et c'est pas fini avec l'algorithme d'Euclide, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises.